Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Si vous avez suivi un petit peu le texte, la lecture qui a été diffusée il y a quelques jours sur notre chaîne de podcast, vous savez aujourd'hui que je retrouve Marion, qui est donc l'auteur d'un texte que j'ai lu en préambule de cette interview, ou en tout cas que j'ai diffusé en préambule de cette interview. C'est par ce texte que j'ai rencontré Marion. C'est par ce texte que j'ai eu vraiment très envie de l'interviewer et de vous proposer son témoignage. Donc, si vous n'avez pas écouté le petit épisode précédent, donc le numéro 144, avec la lecture de ces très beaux mots, n'hésitez pas. Marion nous y raconte un peu comment est née l'idée d'un voyage au long cours de 6 mois et comment ils en sont arrivés à passer 6 mois en Polynésie avec sa famille. Et bien dans cette interview, on revient sur ces 6 mois en Polynésie, comment ça les a changés profondément, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ça s'est passé, parce qu'en fait tout ça c'était en plein Covid, donc tout ne s'est pas fait aussi simplement que ça, au moins au départ. Et puis voilà, ça fait 3 ans qu'ils sont rentrés et ce voyage est toujours très très fort au sein de leur famille. Ils en parlent très souvent et tous les jours Marion pense à ce qu'elle a appris en fait au plus profond d'elle-même. Et donc voilà, elle nous raconte tout ça, elle nous partage tout ça. J'espère que ça va vous parler, que ça va résonner chez vous, que ça va vous toucher. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marion, bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. On a échangé un petit peu sur Instagram toutes les deux. Tu m'as proposé des textes que j'ai trouvés magnifiques et donc on va revenir un petit peu sur un beau projet que vous avez mené à bien il y a quelques années et j'ai hâte vraiment d'entendre votre histoire. Est-ce que, comme d'habitude, pour commencer le podcast, l'épisode, est-ce que tu peux te présenter toi et ta petite famille s'il te plaît ? Bonjour Floriane, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je m'appelle Marion, j'ai 40 ans. Je suis en couple depuis une dizaine d'années avec mon amoureux, Mathieu, et nous avons 2 enfants. Donc Victor a 10 ans et demi et Lou 7 ans et demi. Et ça je crois que je te l'ai jamais dit, mais je suis orthophoniste. Je suis orthophoniste dans un service de gériatrie à Marseille. Et en fait, je pense que ça a tout son sens, si tu veux, je pense en réfléchissant et en écrivant, que d'être au contact de ces personnes âgées en fin de vie, ça a complètement bouleversé ma propre vie. Et je pense que c'est même pour ça que j'ai eu envie de partir, en fait, de voyager, de faire ce que j'avais envie. Tu vois, je pense que ça a vraiment joué dans cette passion, en fait. Et ça fait longtemps que tu fais ce métier ? Ah oui, ça fait depuis 2006 et je suis en gériatrie depuis 2016. D'accord. Et mais quand tu dis que ça joue un petit peu sur ton envie de partir, est-ce que c'est pour fuir quelque chose un peu ou... Non, pas du tout. Je pense que c'est, tu sais, je fais des bilans mémoire et les gens me racontent leur vie. J'ai découvert la valeur de la vie, tu vois. Enfin, d'être en contact avec ces personnes en fin de vie, j'ai réalisé à quel point c'était important de réaliser ses rêves, en fait. Ouais. Et c'est très banal, mais souvent, tu vois, quand t'es pris dans le quotidien, t'en oublies complètement de réaliser ce qui est quand même peut-être le plus important. Et aujourd'hui, c'est depuis quelques années, je sais pas, tu vas nous dire, c'est quoi le plus important ? Le plus important, c'est vraiment, je crois, le temps de qualité que tu peux passer avec tes proches. Et je l'ai vraiment touché du doigt en partant 6 mois avec eux, à l'autre bout du monde pour le coup. Ouais, je crois que c'est ça, c'est le temps de qualité.
tu vois, arrêter la course. Vous avez eu l'occasion d'arrêter cette course effrénée, ce quotidien qui est toujours très rythmé il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est née cette folle idée de mettre la vie sur pause pendant 6 mois? Est-ce que vous étiez déjà des voyageurs aguerris? Est-ce que c'est venu un peu comme ça tout à coup? Comment ça s'est passé? C'est venu un peu comme ça tout à coup. Moi, j'aimais voyager. J'avais déjà pas mal voyagé, mais j'avais jamais eu l'idée de partir sur du long terme. Et l'idée est arrivée, on était à Porquerolles. Je sais pas si tu connais cette petite île merveilleuse. Ah ouais. Voilà, on était à Porquerolles parce que c'est une île qui est proche de Marseille. Et on a passé une semaine en 2018 à Porquerolles, donc sans voiture, sans vraiment beaucoup de connexions, à faire du vélo, à pique-niquer, tu vois. Et on y était très très bien, c'était le mois de juin, il y avait personne. Et un soir, du coup, j'ai dit à Mathieu, tu vois, en buvant un verre, mais si on vivait comme ça? En fait, si, mon Dieu, on est bien, si on vivait comme ça. Et je lui ai dit, si on vivait comme ça, mais tu vois, si on partait plusieurs mois, on prend un billet d'avion, on part plusieurs mois et on vit comme ça, n'importe où. Mais, j'imaginais quand même des pays un peu exotiques. Voilà, l'idée est venue comme ça. Elle est arrivée comme ça, sans être préparée. C'est-à-dire que Mathieu a complètement, m'a dit non, en fait. Mathieu, il m'a dit non. Il m'a dit, on peut pas faire ça. Ça marche pas. Donc Mathieu est commerçant, c'est très important, c'est-à-dire qu'un commerçant doit travailler. C'est vraiment la mentalité d'un commerçant, il doit travailler, il doit être là. Il peut pas laisser couler le bateau. Tu vois, il doit être à bord tout le temps. Donc je demandais quelque chose à quelqu'un qui était vraiment travailleur. Je lui demandais de tout arrêter. Et c'est ce que j'écris dans le récit que je t'ai donné, c'est qu'à partir du moment où cette idée est arrivée, j'ai plus pu m'en séparer. C'est devenu obsédant. J'avais l'impression que c'était une évidence. Mais ça a été très compliqué. Alors, du coup, ça a été très compliqué parce que on était en juin 2018. Mathieu m'a dit non. Quand je lui ai demandé, aller de 0 à 100, tu dirais oui, à quel niveau? Il m'a dit 7, à 7%. Je dis, ah ouais, on est mal. Donc, ça a duré un an. Un an où il était vraiment pas prêt. Moi, j'étais de plus en plus prête. Et au bout d'un an, il m'a dit oui. Il m'a dit, allez, je suis d'accord. Mais il était vraiment d'accord. C'était un vrai oui. Du coup, on arrive, tu vois, en septembre 2019. On est prêt dans nos têtes. On choisit nos pays. Mais vraiment, Mathieu voulait aller en Nouvelle-Zélande, moi en Polynésie. Un copain nous avait dit passer par le Japon. Tu vois, c'était comme ça. On s'était dit, ça va nous coûter très cher, il faudra peut-être qu'on aille en Asie ensuite. Et là, on prend nos billets tour du monde. On se dit quand même qu'il va faire froid au Japon alors que on sera en Polynésie juste avant. Enfin, tu vois, on réfléchit comme ça. On est en janvier 2020. Et on est vraiment prêt. On a décidé, on a programmé un départ pour le 8 octobre 2020. Notre premier billet d'avion. Et là, en février, ça commence à sentir très 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 mauvais à cause du Covid. Et en mars, on est confiné. Et là, c'est très très difficile parce que on comprend que le projet risque de s'écrouler. Alors, l'agence Tour du Monde m'a contacté plusieurs fois et m'a demandé d'annuler les billets d'avion. Ils m'ont expliqué que c'était pas possible, qu'il fallait remettre à plus tard. Mathieu s'inquiétait beaucoup. Enfin, tu vois, moi, j'ai été confinée avec les enfants à la maison, donc j'ai plus travaillé. Je suis en profession libérale, donc j'ai plus vraiment eu de salaire. Enfin, il y a tous les voyants qui étaient au rouge. Et en juin, quand on a été déconfinés,
L'agence nous a annulé nos billets d'avion, en fait. Elle a dit qu'elle voulait plus du tout participer au projet parce c'était trop compliqué. On n'avait pas loué notre maison, il fallait la louer pour partir. Bon, écoute, j'ai décidé de partir quand même. J'ai mis la maison en location. Dans la semaine sur Facebook, je suis arrivée à la louer. Et là, on est au moment du déconfinement, du coup, Ouais, on est au mois de juin. Donc, vous êtes tous les deux alignés, tous les quatre alignés, vous partez quand même. Vos têtes. On part quand même, sauf qu'on peut plus du tout partir en Nouvelle-Zélande parce que la Nouvelle-Zélande est fermée. Ouais. La Polynésie, on sait pas trop. Le Japon est vraiment surcontaminé, on peut pas y aller. L'Asie est fermée, l'Amérique du Sud aussi. Donc, quand même, on est mal barré. On n'a plus nos billets d'avion. On n'a pas loué la maison. Moi, j'ai pas mis d'argent de côté, comme prévu. Mais si tu veux, je me dis, il faut quand même y aller. Parce qu'en fait, on est prêt dans nos têtes. Et l'année prochaine, on sait pas si on sera prêt, en fait. On sait pas ce qui va se passer. Et dans la journée, j'ai envoyé un message à un contact en Polynésie en lui disant, qu'est-ce que t'en penses? Passer d'octobre à avril en Polynésie, t'en penses quoi? Elle me répond, maintenant c'est super. Tu vois, la Polynésie, il y a 5 archipels. Ça fait la taille de l'Europe. Donc, j'avais compris quand même qu'il y avait des choses à faire. Et donc, dans la journée, je me décide, j'appelle Mathieu, je lui dis, écoute, je crois que c'est ça, il faut partir en Polynésie. Il me dit oui. Et donc, on passe l'été, on prend nos billets d'avion, juste l'aller, le retour. On se prend un appart quelques jours avant à Tahiti, avant le départ. Et puis, le 8 octobre, on décolle. On a tremblé tout l'été. Parce qu'on a eu peur tout l'été de pas partir. On décolle le 8 octobre, juste avant le deuxième confinement, en fait, en métropole. Et là, on arrive en Polynésie. Moi, je suis très inquiète quand même. J'ai très peur qu'il y ait un confinement. J'ai très peur que les frontières ferment à nouveau. Enfin, tu vois, qu'on puisse rien faire là-bas, qu'on soit confiné. Mais écoute, pas du tout. On est arrivé dans un monde préservé du Covid. Ça n'existait pas, ou très peu. Tu vois, on venait de vivre 6 mois dans la peur quand même, hein. Enfin, tu vois, dans l'inquiétude, on se faisait plus la bise, on s'approchait plus trop les uns des autres. On est arrivé en Polynésie et les gens nous ont accueillis de façon incroyable. En fait, ils n'avaient pas encore vécu la vague. Ouais. Ils avaient été confinés, hein, mais je sais pas, c'était pas pareil du tout. Il y avait pas de masque, pas de restrictions. Ils ont été très très accueillants et on en a oublié qu'il y avait le Covid. C'était très déstabilisant parce qu'il n'y avait pas de touristes. En fait, il y avait personne. C'était, on est comme rentré, tu sais, dans une faille spatio-temporelle. Enfin, il n'y avait que nous, tu vois. Non, mais il n'y avait pas de touristes. C'est quand on est rentré le dernier jour dans l'avion, il n'y avait personne. On avait des rangées de 4 que pour nous. Enfin, chacun avait sa rangée. On était tout seuls, en fait. Les gens ne voyageaient plus. Donc, on a vécu la Polynésie que pour nous. Et c'était incroyable. Et du coup, vous avez quand même pu... il y avait pas de restriction. Vous avez vécu comment dire, enfin, vous avez fait les activités que vous vouliez, ouais. Vous avez pu voyager d'île en île ouais. Facilement. Il n'y avait aucune restriction. Non, c'était comme si c'était un don du ciel, si tu veux, qui s'offrait à nous. Enfin, vraiment, il y avait... Alors moi, j'étais très gênée parce que je voyais bien qu'en France, nos amis, nos familles, c'était compliqué. Et nous, on était là, dans un paradis sur Terre, à tous les niveaux. Et non, voilà, on a décidé de s'y installer donc 6 mois et on a voyagé d'île en île, un peu au gré de nos envies. Et puis comme il n'y avait pas de touristes, on n'avait pas de soucis pour réserver. Tu sais, en Polynésie, c'est difficile. Il y a de prendre des avions inter-îles. L'organisation est très compliquée. Là, on n'avait pas tous ces problèmes puisqu'on n'y avait personne en fait. Alors il y avait pas mal de gens qui voyageaient, c'était des métropolitains qui étaient
installés à Tahiti, tu vois, qui étaient du coup, qui comme ils n'osaient pas sortir, ils voyageaient en Polynésie. Du coup, il y avait quelques touristes. Voilà, et donc on a vécu 6 mois merveilleux parce que le peuple polynésien est un peuple extrêmement accueillant et chaleureux et généreux. Ils nous ont tout donné et on a découvert quelque chose qu'on connaissait pas du tout. Donc on est revenu complètement bouleversé de ce voyage. Et concrètement, tu peux nous raconter un peu des rencontres, Ouais. les îles que vous avez visitées? Donc on est arrivé à Tahiti, on a décidé de faire toutes les îles de l'archipel de la société. Donc tu sais, il y a Moorea, Raiatea, Maupiti, Bora Bora. Ensuite, t'as un archipel qui est les Tuamotu. Donc là, t'as des atolls complètement plats. Rangiroa, Fakarava, tu vois, c'est les plus connus. Ensuite, il y a les Marquises, où il y a Jacques Brel qui est enterré. Et il y a les Australes. Donc on a démarré sur Tahiti et tout cet archipel-là. Oui, pour donner un exemple d'expérience, enfin de bonté polynésienne, on va dire. Tu vois, quand on est arrivé, on a eu un coup de fil d'une dame qui s'appelle Pilou, qui nous a appelé. C'est une Française, enfin une métropolitaine qui habite à Tahiti depuis une 40aine d'années. Et elle nous a appelé pour nous dire que son neveu lui avait parlé de notre voyage et qu'elle allait habiter à Tahiti depuis des années et qu'elle voulait, enfin, elle se proposait de nous accueillir à notre arrivée, etc. Donc, on lui a dit que c'était pas la peine, qu'on se débrouillait, parce qu'on était un peu gênés. Et puis, elle me rappelle quelques jours après et elle me dit, mais tu vas, parce qu'en Polynésie, on se tutoie. Donc, elle me dit, tu vas où après, là, vous êtes allé à Tahiti, enfin, quelques jours, vous êtes à Moorea, tu vas où après? Donc, je lui dis, je vais à Wainé. C'est l'île d'après sur le parcours. Elle me dit, mais tu vas habiter où? Je lui dis, tu sais, on verra. En fait, on voit un peu le jour. Et elle me dit, écoute, moi j'ai une amie qui a une maison. Elle te demande 180 €, l'équivalent de 180 €. Et puis, donc voilà, elle te propose sa maison. Donc je lui réponds, écoute, c'est hyper gentil, mais c'est pas notre budget, 180 €. Enfin, la nuit, pour l'instant, on vient d'arriver, on n'a pas ce budget-là, donc, mais c'est très sympa. Et elle me dit, non, mais c'est 180 € pour le temps que tu veux. C'est juste parce qu'elle a des femmes de ménage et qu'elle veut pas que ce soit toi qui fasses le ménage. Donc, il faudra qu'elle paye les femmes de ménage, tu vois, pour la propreté, le linge, etc. Donc, je lui dis, mais je suis très surprise, si tu veux. Et donc, après une conversation, je lui dis, ok, on accepte. Et elle me donne le numéro de cette fameuse Thérèse, son amie, que j'appelle. Et elle me dit, du coup, ma maison, moi j'habite à Tahiti, donc écoute, tu vas sur l'île, tu prends un avion, tu arriveras sur l'île, tu appelles telle personne qui viendra te chercher. À tel endroit dans le jardin, sous un caillou, il y aura les clés. Et voilà, vous vous y installez, je te demande 2 choses. De ne pas faire le ménage et de ne pas changer les draps parce que tu sauras pas faire marcher la machine à laver. Écoute, je me dis quand même, on n'a jamais vu cette Pilou, on sait pas qui c'est, on n'a jamais vu cette Thérèse, on sait pas qui c'est. Bon, on y va quand même, on verra. De toute façon, je m'étais dit, au pire, on partira. Tu vois, il peut rien nous arriver. On est arrivé dans cette maison, les clés étaient cachées sous un caillou, le monsieur nous a bien amenés, et là, on a atterri dans une maison sur l'eau, typiquement polynésienne, et c'était incroyable. Et on a passé 10 jours à se dire, mais en France, on ferait jamais ça. Ouais. Tu vois, tu prêterais jamais ton appart au ski ou ta maison de campagne à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Et on a passé 10 jours là, et là déjà, on s'est pris une claque. Tu vois, là déjà, on s'est dit, ah ouais, ils sont pas du tout comme nous. Je l'ai appelé le dernier jour, en lui disant, mais Thérèse, merci. On vient de passer 10 jours merveilleux. C'est incroyable ce que tu as fait pour nous. Mais j'ai senti que c'était tellement normal qu'on n'allait pas en faire toute une histoire, tu vois. Ouais. Et puis, je lui ai dit, quand on viendra à Tahiti, on viendra te voir pour te dire, pour se présenter. Bon, c'était, ouais, pourquoi pas, mais c'était pas indispensable. Tu vois? Elle attendait rien en retour. Extraordinaire.
Ouais, et ça s'est passé pendant 6 mois. D'accord. Pendant 6 mois, on a eu des personnes comme ça qu'on ne connaissait pas, mais qui nous disaient vous avez une voiture? Non. On va en louer une. Ah non, on n'en loue pas. Attends, maman, tu pourras prêter ta voiture à Marion et Mathieu la semaine prochaine. Tu vois, et la semaine prochaine, t'es sûr qu'à l'heure prévue, t'as la voiture qui arrive avec les mangues installées sur la plage arrière, et la voiture est pour toi, tu vois, sans papier, sans rien, tu vois, c'est vraiment différent de chez nous. Mais ça, c'est tout le long du voyage. Donc tu en rentres bouleversé quand même. Ouais. Et tu rentres quand même. Oui. Oui, bah oui, parce que c'est trop loin la Polynésie. Ouais. C'est quand même 24 heures de vol et 12 heures de décalage horaire. Donc tu es complètement déconnecté de tes proches. Tu peux avoir très peu de contact parce que le soleil se couche très tôt, donc tu te couches tôt, mais en fait, du coup, t'arrives jamais à les appeler ou très peu. Nous, ça nous a manqué. Donc oui, tu rentres parce que si tu restes là-bas, tu fais une croix sur la vie ici. À aucun moment vous vous êtes Non. vous vous êtes dit que vous resteriez. Et d'ailleurs, Non. c'était un peu une question aussi que j'avais au départ. Tu vois, quand tu dis sur l'île de Porquerolles, un beau jour après une semaine de vacances là-bas, tu te dis ben en fait il faut qu'on vive comme ça. L'idée n'a jamais été non plus de s'expatrier. Non. Non, parce que je suis très très bien, on est très très bien dans notre vie à Marseille. Et je pense que si on vivait ailleurs, on y serait peut-être, on y serait peut-être très bien aussi, mais j'ai vraiment pas besoin de partir d'ici. Mais j'ai compris récemment pourquoi j'avais eu autant cet acharnement, cette envie de partir, et pourquoi je l'ai toujours, parce que j'ai la bougeotte. Depuis qu'on est rentré, on n'a fait que voyager. Je crois que si tu veux, cette tranquillité qu'on a découvert à Porquerolles, qu'on a vécu en Polynésie, c'est ça que je recherche dans le voyage. Tu sais, cette pause, comme on disait tout à l'heure, cette pause. Tu sais, tout à l'heure, j'ai écouté une chanson de Ben Mazué, je sais pas si tu vois, c'est Faut que je marche, je crois que ça s'appelle. Tu écouteras, ça démarre sur tout ce qu'il doit faire dans la journée. Mais une to-do list beaucoup trop importante qui fait qu'on est dans un système absolument trop rapide pour moi et pour beaucoup de gens sûrement. Mais en tout cas, j'en ai absolument conscience et je partais pour me poser. Mais j'ai compris récemment qu'en fait, tu peux te poser ici, en fait. Tu peux te poser dans ta vie et tout ce qu'on a découvert là-bas, il faut le ramener ici. Il faut ces temps de qualité partagés avec nos enfants. C'est ça, en fait, c'est ça le vrai bonheur, je pense. Et là-bas, on l'a vécu. Tu sais, il y avait rien à faire. Tu te rends compte, tu passes tes journées, t'as rien de prévu. Ça dure 6 mois. C'est énorme. Et tu t'ennuies jamais. Et c'est un peu les mots qui me venaient en tête. Là, vous vous êtes jamais ennuyé? Jamais. Comment elles se passaient vos journées? Il y avait un peu des devoirs qui prenaient un peu de temps. Victor était en CE2. Et puis il y avait, c'est un pays magnifique, c'est une terre magnifique. Donc il y avait, je réfléchis, mais tu vois, c'était soit une sortie, on allait nager, parce qu'il n'y avait pas de touristes, donc on avait vraiment le choix de nos activités. Soit on allait, il y avait une sortie dauphin, on allait nager avec les dauphins, on plongeait, des fois on restait sur la plage, mais pas trop. Ça, j'ai pas trop de souvenirs qu'on traîne sur la plage, mais on parlait beaucoup, avec beaucoup de monde, donc ça prenait du temps. De là, on était invités. Tu vois, on a déjà été invités à dormir chez des gens le soir même, parce que, tu vois, en discutant, dormez chez nous, tu vois. On faisait des randos. On programmait chaque fois la suite. Tu vois, pour aller d'île en île, on cherchait le billet d'avion le moins cher. On cherchait le logement le plus adapté. Ça nous prenait du temps. On ne s'est jamais ennuyé. Jamais. Après,
beaucoup s'ennuieraient, hein, sûrement, tu sais. Oui. Nous, on recherchait la tranquillité. Ouais. Et puis, tu sais, on prenait le temps de se regarder. Tu vois, il y a des phrases, je me souviens de plein de phrases de mes enfants là-bas. Parce qu'en fait, on avait le temps de vraiment, vraiment écouter. Ouais, c'est ce temps de qualité qui... En fait, tu apprends que ne rien faire, ça devient une vraie activité. Parce qu'en fait, tu réfléchis, tu regardes. Et tout ça, c'est vraiment une vraie activité. C'est comme ça que tu as des bonnes idées, c'est comme ça que tu peux réfléchir, je pense. Et Mathieu, qui était donc au départ à 7% enthousiaste à l'idée de partir quelques mois, surtout tu t'as un petit peu insisté là-dessus, du point de vue de son métier. À la base, c'était inenvisageable de casser le rythme comme ça et de s'arrêter pendant 6 mois. Il a réussi à lâcher prise lui aussi et puis à vivre l'expérience. Il a encore plus lâché prise que moi. Ouais. Parce que moi, j'ai eu une pression, il fallait que ce soit bien. Parce que je lui ai demandé quelque chose d'énorme. Ouais. Vraiment. Quand je t'ai dit au début, c'est mon amoureux, c'est vraiment mon amoureux. Enfin, je veux dire, je sais qu'il l'a fait pour moi. Et j'avais l'impression d'être extrêmement redevable. J'ai cherché là-bas plein de bons plans, je leur ai fait faire plein de choses géniales que j'organisais, mais donc il a adoré, il a absolument lâché prise. Le fait qu'il y ait 12 heures de décalage horaire, ça lui a permis de déconnecter avec ses employés, avec les problèmes, tu vois, de sa société. Et il est rentré, en fait, moi je l'ai jamais vu aussi heureux. Et il est rentré en me disant mais merci, c'était tellement bien. Enfin, mais de toute façon, je le savais, je le voyais. Il était tout le temps heureux. Il était tout le temps. En fait, il est très rapide. Là, il était calme, tu vois. Non, il a adoré. Mais d'ailleurs, là, tu vois, moi, souvent, je parle de repartir plusieurs mois. Et il est d'accord. Ouais. La question, il n'y a pas besoin. On se met plus sur l'échelle à combien tu es. On est d'accord. Enfin. On a découvert une nouvelle vie, on savait même pas que ça existait. Tu vois, c'est comme si c'était une vie sur une autre planète. Comme une faille spatio-temporelle, comme tu l'as dit vraiment, tout à l'heure. Ouais. Et puis, dans les changements, tu vois, il y a aussi cet émerveillement qu'on avait là-bas. Et je suis persuadée qu'il faut le ramener dans nos vies au quotidien. On s'émerveillait de tout. C'était quand même incroyable ce qu'on voyait parce que c'est très très beau la Polynésie. Mais même on s'émerveillait de banalité. Et tout ça, j'aimerais vraiment continuer à le garder. Vous y arrivez depuis 3 ans à garder l'émerveillement, à garder du temps de qualité, de l'écoute? Je crois que... écoute, oui et non. On est évidemment complètement imparfait, donc il y a des mois ou des périodes où c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'en ai vraiment conscience là depuis peu que c'est pour ça que je voulais partir tout le temps. C'est parce que je recherchais tout le temps ce qu'on avait vécu en Polynésie. Et chaque fois qu'on partait en voyage, je le retrouvais. Hein. Mais je me suis posé la question de me dire, mais en fait, c'est pas que le voyage que j'aime. Hein. C'est ce qui s'y passe. Et ouais, donc j'essaye vraiment de faire attention à ça. Tu vois, j'essaye de, tu sais, toutes ces sollicitations permanentes que nous avons tous. Ces WhatsApp qui sonnent, tu vois, ces invitations à droite à gauche, ces obligations sociales, ces obligations parce que les enfants sont à l'école, etc. Ouais, j'essaye de les diminuer. J'essaye vraiment de les diminuer. Ouais. D'ailleurs, tu vois, c'est la suite de ce que je t'avais envoyé. J'ai fait une liste, une to-do list. Ah, il y a quand même des to-do list. Non, mais je veux dire, j'ai fait une to-do list, tu sais, de la vie de tous les jours. Et avec au milieu tous les bips des WhatsApp.
Et je me suis dit, mais c'est pour ça qu'on est parti. Enfin, c'est pour ça qu'on cherche la tranquillité. On est dans un système qui est tellement rapide. Tu sais, c'est un peu, je pense que je recherche ce que j'avais quand j'étais petite. Tu sais, il n'y avait pas tout ça. Ce temps quand on était enfant, où tu passais du temps avec ta famille, tu devais appeler ta copine par téléphone. C'était, voilà, je pense que je recherchais tout ça en fait. Je sais pas si tu me comprends, mais... Ouais, si, je comprends tout à fait que quand tu devais joindre ta copine par téléphone, bah, peut-être qu'elle était pas chez elle et que bah, du coup tu faisais autre chose, tu attendais, t'étais pas dans l'urgence en permanence. Et les enfants, du coup, comment ils ont vécu ces 6 mois et comment ils ont vécu le retour? Les enfants ont adoré ces 6 mois. Ouais. Absolument adoré. Ils étaient petits, hein, parce que Lou avait 4 ans. Ouais. Et Victor avait 7 ans et demi. Non, ils ont adoré. Et tu vois, on en parle tout le temps. Dès qu'on est que tous les 4, on en parle tout le temps. Après, on a vécu donc d'île en île. Et puis, évidemment, comme on aime quand même les voyages un peu atypiques, on a vécu des expériences. Tu vois, il y a un souvenir dont on parle tout le temps. C'est aux Australes. Donc, les Australes, en fait, c'est en dessous du tropique du Capricorne, donc c'est plus bas. Donc ils ont même un hiver austral où il peut faire froid. Nous, on y est allé en plein été, donc il faisait très chaud. Et c'est très arriéré. Tu vois, il y a des îles, notamment Reivave, qui est pour les Polynésiens la plus belle île de la Polynésie et qui est complètement méconnue. Il y a 900 habitants. Il y a rien sur l'île, en fait. Il y a un snack, une école, un dispensaire. Enfin, le temps s'est arrêté là-bas. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Pour t'acheter à manger, un jour, je suis allée dans un petit commerce pour essayer pour acheter quelque chose à mettre dans nos sandwichs. Eh bien, j'ai marché 10 minutes pour y aller avec un sac à dos. Je me suis dit, je vais le remplir. Je suis rentrée, j'avais rien acheté. Il y avait rien dans le commerce. Donc je leur ai dit, mais le bateau d'approvisionnement est arrivé hier. Ils m'ont dit, bah oui, mais il y a rien. Tu vois, j'ai pas pu trouver quelque chose à mettre dans mon sandwich. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très reculé. Et là-bas, en fait, on avait repéré qu'il y avait quelques pensions de famille. Et il y avait une dame qui avait une cabane sur un îlot. Ça s'appelle un motu en Polynésie. Et donc je l'avais contactée pour lui demander si on pouvait s'installer sur son îlot. Donc elle m'avait dit oui. Et on est allé s'installer plusieurs jours. Donc on avait une cabane. L'îlot était que pour nous. Bon, en fait, c'est pas qu'il était que pour nous, c'est qu'il était inhabité. Il y avait une cabane avec 2 matelas, un petit abri, un toilette, pas d'électricité, pas d'eau. Et elle nous a déposés là. Et elle nous a dit, je reviendrai dans 24 heures. Vous ramener à manger. Tu vois? Donc elle venait toutes les 24 heures nous amener à manger une glacière. Quand elle arrivait, on était comme des fous. Parce qu'en fait, on se sentait vraiment, vraiment, vraiment comme Robinson. Ouais. Et ça, ces moments-là, tu vois, il y avait rien à faire. Parce qu'il y avait, t'imagines, c'est un îlot, il y avait rien à faire. Tous les jours, on se disait, allez, ce soir, on prend les frontales, on va à l'intérieur, on regarde et on cherche des crabes, des cocotiers. En fait, on n'a jamais pu faire ça parce qu'on avait trop peur. Parce qu'en fait, quand il fait nuit noire, c'est impressionnant. Tu te mets sur ton matelas. Et on a passé quelques jours là. Et ces quelques jours, on en parle tout le temps. Bon, il fallait pas se faire mal. Il fallait pas... voilà, on était vraiment très isolés. Mais ces quelques jours-là, ils sont incroyables. On s'en souviendra toujours. Qu'est-ce que ça a changé dans vos relations à tous les 4? Je crois qu'on s'est complètement resserrés. Bon, on n'était pas très éloignés les uns des autres déjà, mais on s'est resserrés. On s'est resserrés et puis ouais, on a des souvenirs, tu sais, comme gravés. Après ces voyages, après la Polynésie, on en a fait pas mal. Et on a un peu dans le même truc que cette cabane dont je te parle. Donc, c'est des moments un peu atypiques.
Donc on en a... Ouais, c'est des souvenirs dont on parle tout le temps. Et on rit parce que du coup, forcément, t'imagines qu'il nous est arrivé beaucoup de galères. Mais enfin, franchement, plein de galères, plein. En plus, en Polynésie, sur une île sur deux, il n'y a pas de médecin. Donc, quand il t'arrive des galères, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon. Qu'est-ce qui vous est arrivé, par exemple? Ah, bah, écoute, Mathieu s'est pété le ménisque. Donc, ah oui, il s'est carrément fait opérer, ouais. Lou, donc, s'est coincé le pied dans le vélo. Tu sais, elle était sur le vélo à l'arrière. Et en fait, Mathieu était sur le vélo, conduisait le vélo. Lou était posée sur le porte-bagages. Elle a mis son pied dans la roue. Le vélo s'est arrêté. Donc, elle a eu le pied un peu déchiqueté et enfin une grosse plaie, on va dire. Et elle a boité pendant une semaine. On était dans une île où il n'y avait pas de médecin. C'était très compliqué. Et tu sais comment j'ai fini? J'ai appelé Pilou. J'ai appelé Pilou, la dame du début, là. Et je lui ai dit, écoute, là, ma fille, ça fait une semaine qu'elle boite. Je suis sur un atoll. J'ai pris un billet d'avion. Je fais que pleurer. Donc, je vais prendre cet avion, arriver à Tahiti. Et Mathieu me dit qu'il faut que je t'appelle. Et elle me dit, mais bien sûr, j'arrive à l'aéroport. comment tu es physiquement? Elle me dit. Et comment est ta fille? Et tu t'installes chez moi. Et en fait, j'ai ri parce que je me suis dit, ça fait quand même 4 mois qu'on est là, qu'elle nous a prêté une maison, qu'elle prend des nouvelles tout le temps. Et je l'ai jamais vue. Donc là, je suis arrivée à l'aéroport, elle était là, son mari était là, et je me suis installée chez eux, et j'étais comme à la maison. Et Lou, c'était comme si elle était chez ses grands-parents. Et de là, tu sais, entre chaque archipel, on rentrait à Tahiti. Et après, à chaque retour à Tahiti, on allait les voir. On allait manger avec eux. Enfin, c'était notre famille, en fait. On était très, 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 très proches d'eux. Vous êtes toujours en contact? Ouais. Elle est venue à Marseille, à la maison pour l'anniversaire de Lou. Et puis maintenant, on est en contact que par message. Parce que, mais on s'écrit, tu vois, on s'envoie des photos. Ah, pour moi, elle est très importante dans nos vies. Et on a rencontré pas mal de personnes qui sont restées très importantes. Tu vois, sur notre atoll, un soir, c'était Noël. Noël, c'était très dur. Noël, c'est très dur parce que tu es loin. Vraiment, il fait très chaud, t'es 4. Enfin, c'est dur, Noël. Et on a rencontré... on a vu à côté de nous une famille de Polynésiens qui, eux, étaient très heureux. qui riaient beaucoup, qui parlaient fort, et ils sont venus nous déposer une bouteille de vin rouge sur la table en nous disant joyeux Noël. Et bon, moi j'ai été très touchée, et le lendemain on est allé les voir en leur disant merci. Moi je leur ai dit écoutez, ça m'a vraiment fait du bien, on était tristes ce soir-là, machin, et ils nous ont dit qu'ils avaient une pension de famille à Tahiti. Donc je leur ai dit écoutez, peu importe ce qu'elle est, où elle est, ça sera notre pied-à-terre dès qu'on sera à Tahiti. Et on a fait ça, et c'est devenu pareil. Alors là, on a créé des liens très très importants avec eux, parce qu'on a passé, dès qu'on rentrait d'un archipel, on s'installait chez eux, dans cette pension de famille en fait. Et tu vois, après de là, on a visité Tahiti avec eux, ils nous ont invités à Moorea, dans leur maison de vacances. Enfin, on est allé très loin avec eux. On avait même programmé de partir en voyage avec eux l'année d'après. Bon, on l'a pas fait. Mais ouais, c'est des personnes qui sont vraiment gravées, et les enfants s'en souviennent extrêmement bien. Même Lou, finalement, qui n'avait que 4 ans. Écoute, Lou, je pense que les souvenirs, tu sais, après tu te crées, tu racontes ce qu'on te raconte. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais comme il y a pas mal de photos, puis on en parle souvent. En tout cas, je ne regrette absolument pas d'y être allée quand elle était petite, parce que c'est une expérience plus qu'un voyage. En fait, ça nous a tous fait évoluer. Et plus ils sont jeunes, mieux c'est en tant que parents, tu vois, de découvrir des choses importantes. Donc elle a oublié pas mal de choses, hein. Bah oui, honnêtement, ça c'est sûr qu'elle a oublié. Ouais, mais elle se souvient de l'essentiel, je pense. Est-ce que pendant que vous étiez là-bas,
vous avez pensé au projet initial, à la Nouvelle-Zélande, au Japon? Non. Mais tu sais, je crois que ça nous correspondait beaucoup plus parce que, en fait, en vrai, on savait pas pourquoi on partait. Maintenant, je sais qu'on partait pour la qualité du temps vécu. Et je crois que si on avait fait plusieurs pays, ça nous concerne, hein, c'est très, c'est vraiment très personnel. Je pense qu'on serait allé trop vite. Là, on avait le temps qui s'étirait à l'infini. Ouais. Et tu vois, même quand on changeait d'île, il fallait qu'on se réadapte à la nouvelle maison, à la nouvelle pension de famille, ou alors on était chez l'habitant, il fallait se réadapter. Mais on restait en Polynésie. On avait pris un trajet qui avait duré 30 minutes, tu vois. Mais c'est quand même une réadaptation. Et j'étais très contente de pas changer de pays. Après, on est allé aux Marquises. Les Marquises, c'est à 5h30 d'avion. C'est absolument différent. On s'est jamais baigné aux Marquises, tu vois. On a fait que de la rando. Donc on avait l'impression d'avoir un peu bougé, mais... Et puis la Polynésie, c'est très diversifié. Donc, ça nous a jamais gêné. On n'a jamais pensé, à ce qu'on avait raté, entre guillemets, tu vois. Ouais. Puisque finalement, vous avez trouvé la réponse à des questions que vous ne saviez même pas que vous vous posiez, peut-être. Ouais. Ben, on serait allé beaucoup plus vite. Ouais. Après, la Polynésie, c'était facile aussi, ils parlaient français. Donc, ça, c'était un plus absolu pour les enfants. Même pour moi. Donc, on y a trouvé notre compte, hein. Et puis, je crois que le fait qu'ils parlent français, en tout cas, après, ça peut arriver partout, mais si tu veux, cette bonté polynésienne, moi, je suis la plus heureuse du monde de l'avoir découverte. C'est vrai, quand je suis rentrée, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est, là-bas, les gens te donnent sans recevoir. Ils attendent rien. Chaque fois qu'on rentrait avec un petit cadeau pour la dame qui nous prêtait quand même sa voiture tout le temps, elle l'ouvrait jamais. Je me dis, pourquoi elle l'ouvre pas? Et en fait, j'ai compris qu'elle attendait pas du tout de cadeau. Mais chaque fois, tu te rends compte, qu'on arrive à Tahiti, elle nous appelait pour nous dire, je vous amène la voiture. Elle venait avec son mari pour qu'il puisse repartir derrière avec une autre voiture. Puis un jour, on est allé chez elle, on lui a dit, attends, c'est nous qui allons venir récupérer la voiture cette fois. On est arrivé chez elle, écoute, elle habitait dans un taudis. Et on s'est dit, c'est complètement fou. Parce que sa voiture, on pourrait, l'emboutir, avoir un accident. Elle était pas en super état. Enfin, c'était fou de nous prêter sa voiture. Et tout ça, je suis ravie de l'avoir découvert. Donc non, on n'a jamais pensé à ce qu'on avait raté. Et comment tu utilises ça, tu vois, d'avoir découvert en fait cette bonté gratuite, enfin tout simplement généreuse. Comment vous transformez ça dans votre vie de tous les jours? Je saurais pas te répondre. Moi, je sens que je le fais. Toi aussi, du coup, ça t'a un peu changé ton rapport aux autres. Là-bas, tu étais accueillie et t'arrives à prendre l'autre position. Parce que c'est pas facile finalement, je trouve, moi, dans nos sociétés en France. Bon, déjà, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, t'as le rythme effréné, t'as les activités, le boulot, etc. Donc déjà, t'as pas beaucoup d'espace pour le faire, de temps, quoi. Et en plus, parfois, rien que le fait de dire bonjour à un inconnu dans la rue, la personne te regarde un peu bizarrement, quoi. C'est pas bien perçu, quoi, presque, d'être gentil et généreux sans rien à attendre en retour. C'est louche un peu chez nous. Ben, ça l'est pas tant que ça, en fait, parce que je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps pour les autres. En fait, j'ai découvert que ça fait un bien fou. En fait, ça fait un bien fou d'être généreux. De donner de son temps, en fait, hein. C'est ça, hein. C'est de donner de son temps. C'est pas faire des cadeaux. C'est un apprentissage. Mais quand je suis rentrée de ce voyage, c'était obligatoire. C'était obligatoire. Je comprenais pas du tout pourquoi on ne vivait pas comme ça. Je comprenais pas du tout pourquoi, quand j'allumais les infos, c'était si catastrophique. Ouais. Alors que je venais de vivre une expérience humaine absolument incroyable et que personne m'avait jamais dit que le monde était si bon, tu vois. C'est vrai, hein, moi, quand j'allume les infos à 20h, j'ai l'angoisse qui me monte.
j'ai peur d'un coup pour mes enfants, tu vois. Je me dis, j'espère que s'il prend le bus ce soir, ça va aller. Enfin, tu vois. Et, là-bas, je faisais du stop. Là-bas, on a dormi chez des inconnus, on a logé chez des inconnus. Enfin, donc, en fait, ça m'a complètement rassurée où je me suis dit, mais on nous fait croire ce qu'on a envie de nous faire croire quand même. Il y a quand même toute une partie du monde qui est encore extraordinaire. Et ça, moi, je veux y croire à tout prix. Et les voyages, ça m'apporte ça. Chaque fois que tu pars en voyage, enfin, quand même, tu as plus de personnes, toi, qui interviewent des gens, qui rentrent de voyage en ayant rencontré des personnes absolument incroyables qui t'ont aidé, plutôt que des histoires morbides, tu vois. Ouais. Évidemment que tout existe, hein. Je suis pas du tout utopique. Enfin, je suis pas dans une utopie du tout, hein. Mais je pense qu'il y a encore plein de bonnes personnes et que c'est important de faire passer ce message, d'arrêter d'avoir peur tout le temps. Et voyager, je trouve que ça permet d'avoir moins peur de l'autre. Surtout quand après le Covid, je te jure, hein, franchement, on se faisait même plus la bise, tu te souviens à cette époque. Mais oui, peut-être qu'on a un tout petit peu oublié, tu vois, parce que la vie a repris son cours finalement, il n'y a pas vraiment de monde d'après. En tout cas, pas aussi différent que le monde d'avant. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment un climat particulièrement anxiogène et délétère dans les relations humaines. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça a dû faire comme une bouffée encore plus d'humanité, vraiment plus, quoi. Peut-être. Déjà, on partait de très loin et eux, ils étaient à un niveau beaucoup plus élevé. Tu vois, je me souviens, quand on est au bout de 3 jours, on devait prendre un bus pour aller prendre le petit ferry qui nous amenait sur l'île de Moréa, à côté de Tahiti. Et en fait, le bus n'arrivait jamais, donc j'ai dit, écoutez, venez, on tente de faire du stop. J'avais jamais fait du stop de ma vie. Donc, il y a une Polynésienne qui s'arrête et je me dis, mais non, mais en fait, elle peut pas nous prendre, il y a le Covid. On peut pas rentrer dans sa voiture. Et en fait, elle s'est arrêtée, elle m'a dit, mais tu vas où? Enfin, vous allez où? Je dis, on va prendre un ferry, machin. On est rentré dans sa voiture, la question ne se posait même pas. Je sais pas, je me suis dit, c'est fou. On faisait même plus de câlins à nos parents, et là, d'un coup, on est dans la voiture d'un côté. Enfin, tu vois? Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi se dire que, tu vois, on devait pas partir en vrai. Enfin, en réalité, il y avait tout qui faisait qu'on devait pas partir. Ouais. Et il y a cette sensation de se dire, mais c'est maintenant, en fait. Tu vois, il faut pas attendre le bonheur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est maintenant. Tu sais, on a toujours tendance à se dire, on le fera plus tard, mais tu sais pas, en fait, si tu pourras le faire plus tard. Et ça m'a vraiment, je me suis dit, c'est un tournant dans nos vies, ce voyage, cette expérience, et heureusement qu'on n'a pas attendu, qu'on n'a pas reporté. Parce qu'on n'aurait jamais eu la Polynésie que pour nous. C'est sûr, c'est absolument fantastique. D'ailleurs, je crois qu'on retournera jamais en Polynésie à cause de ça. Et puis, ne pas remettre à plus tard quand tu as tout qui est bon, quoi. Enfin, il y a tout qui est bon. Il y avait rien qui était bon, mais nous, on était prêts dans nos têtes. Voilà. Nous, on était prêts. Ouais, c'est ça. Vous étiez alignés avec l'idée, avec le projet, donc c'était le moment pour vous. Ouais. Et maintenant, où est-ce que vous en êtes? Donc, ça fait 3 ans que vous êtes rentrés. Vous avez fait pas mal de voyages depuis, des choses un petit peu insolites. Quels sont vos projets? Écoute, moi, mon plus gros projet, c'est d'arriver à vivre tout ce que je viens de t'expliquer dans ma vie de tous les jours. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Et d'arrêter de vouloir partir tout le temps. Parce que quand on est rentré, on a repris nos vies et l'été est arrivé. On s'est dit, on va partir s'isoler. On est parti dans l'Aubrac, dans une cabane dans un bureau. Où on s'est installé, une cabane où ils faisaient le fromage à l'époque. Donc on a vécu là en autarcie, on a encore récupéré cette tranquillité, tu vois, cette expérience incroyable. Ensuite on est parti dans le désert, tu vois, on a fait que des trucs comme ça. On a fait beaucoup de voyages insolites. Mais j'espère les continuer.
parce que j'adore ça, mais j'espère surtout, je te dis, voilà, garder le calme au quotidien. Je suis persuadée que c'est possible. Je suis persuadée que c'est possible de prendre du temps pour faire une partie d'un jeu de société avec mon fils. Je suis persuadée que c'est possible d'écouter ma fille pendant 2 heures sans rien faire. Tu vois? Je suis persuadée que tu peux te dire, en fait, la machine, on s'en fout si elle est pas faite. C'est pas grave si je vais pas répondre à ce message, si je participe pas à cet anniversaire. Tu vois? Je suis persuadée que c'est possible. Et j'espère juste pouvoir le garder parce que les enfants grandissent. Donc, tu vois, les choses se compliquent quand même quand ils deviennent préadultes. Enfin, Victor va avoir 11 ans. J'espère que je vais leur transmettre ça. Toi, cette qualité de vie, en fait. Est-ce que tu as l'impression, que ce soit pour toi ou pour eux, que c'est un effort de chaque jour? Ou alors ça devient un peu naturel? Alors, pour moi, c'en est pas un. Eux, je crois que... Mais je crois que ça leur fait tellement plaisir. Mais honnêtement, quand tu passes un moment avec tes enfants, ils sourient beaucoup plus. Enfin, tu vois, ça reste en fait. Ouais. Alors ils sont ravis quand tu leur offres une poupée, mais ça reste pas du tout. Et je comprends pas du tout d'ailleurs pourquoi on n'a pas compris ça. C'est ça le message, tu vois, pour moi. C'est le moment. Voilà. En fait, c'est parce que je crois que là-bas, on avait aucun objet matériel. Tu sais, j'imagine que tu le sais bien, tu pars, tu peux pas tout prendre, hein. Donc tu pars avec très peu de choses. Et tu te rends compte que c'est largement suffisant. Et que c'est tellement plus facile d'avoir 3 shorts. Comme ça, tu te prends pas la tête sur ta façon de t'habiller. Tu prends tes shorts préférés et c'est réglé. Et les enfants, ils ont pas pris de jouets, t'imagines, en partant. Rien du tout? Je sais pas pourquoi. Non. Alors ça, je comprends pas avec du recul comment on a fait pour faire ça. Non. Alors Lou, elle avait quelques petits jouets. Tout petits, là, des petits personnages. Et ben en fait, non, mais ils ont joué avec tout ce qu'il y avait, mais il y avait, tu vois, partout, il y avait de quoi jouer, en fait. Ouais, il y avait une plage de sable, 3 bâtons et des cailloux, quoi. Ouais. Et la mer. Ouais. Un jour, je les ai surpris. Bon, ils étaient petits, hein, mais je les ai surpris avec une télécommande de télé, la télé éteinte. Ils faisaient comme s'ils jouaient à un jeu vidéo. Donc en fait, ils disaient attends, saute, vas-y, hein, mais tu vois. Je me suis dit, ah ouais, moi ils étaient petits, ils feraient plus ça maintenant. Mais ouais, ils pêchaient beaucoup, tu vois. Du coup, Victor partait pas mal avec des pêcheurs. Tout seul? Tout seul, alors on les avait rencontrés, on les connaissait, hein. Ouais, Enfin, ouais. on les connaissait de quelques jours, quoi. Ouais, bah t'as une confiance qui arrive, hein. Ouais. T'as une confiance, ouais, absolue. Ouais, Victor a fait pas mal d'expériences comme ça. Il a même fait une nuit aux Marquises sur un bonitier avec des pêcheurs et Mathieu, bien sûr, là quand même, qui est allé avec lui. Où ils ont pêché pendant au moins jusqu'à 1h du matin en pleine mer. Ouais. Avec vraiment, tu sais, les vrais pêcheurs de marquisiens, quoi. Ouais. Tu vois. Donc ouais, après tu te remets de l'expérience, tu en discutes, tu fais tes devoirs, tu joues sur la plage, tu rencontres d'autres copains. Et puis voilà, la vie passe vite, hein. Et ils se sont bien réadaptés en rentrant? Ouais, tout premier jour. Lou un peu plus dur, elle était petite. Elle voulait rester avec nous. Ouais. Victor, aucun souci. Ouais, Lou un peu plus dur, ouais. Elle a pas mal pleuré elle voulait plus y retourner. Mais je la comprenais tellement. Et alors nous, on a fait quand même une bêtise. C'est que quand on était dans cette petite cabane aux Australes, il y avait une rando vraiment incroyable à faire sur l'île de Reivave et on avait très envie de la faire. On n'avait jamais eu une journée que tous les deux ou même 2 heures que tous les deux, tu vois. Et donc j'ai appelé l'école de Reivave et je leur ai dit est-ce que tu pourrais prendre mes enfants lundi? Toi, c'était vendredi. Alors il m'a dit non, pas du tout. Je lui ai dit s'il te plaît. Il m'a dit non, s'il leur arrive quelque chose. J'ai dit mais il leur arrivera rien. Il leur arrivera rien, je te promets, hein. Donc il a dit oui.
Donc, on les a amenés à l'école. Victor est rentré dans la classe sans aucun problème. Mais Lou, si tu veux, alors qu'elle était hyper contente d'y aller, elle a pleuré. Ouais, forcément. Et je pense que ça a été qu'une journée, hein. Mais avec du recul, après, elle nous a dit, mais j'ai pleuré, en fait, toute la journée. Ah ouais, en fait, t'imagines. Donc ça, je pense que ça l'a un peu bloqué pour retourner à l'école en France après. Ouais. Cette journée l'a marqué. Vraiment, ouais. Ça, c'était l'erreur. Mais écoute, la journée qu'on a passée, elle était incroyable. On a fait une rando merveilleuse. Ouais, je crois qu'on avait besoin d'une petite pause aussi. Non, tu vois? Ça peut se comprendre. Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de temps, mais t'as plus de temps pour toi. Ouais. Ils étaient petits. Donc, ça, t'as pas l'habitude aussi. T'as toujours quand même quelques heures, enfin, rien que quand tu travailles, t'es pas avec eux, quoi. Là, tu dois tout le temps les surveiller, puis t'es pas chez toi, donc tu es quand même plus en alerte. Non, c'est vraiment une autre vie, hein. Aujourd'hui, déjà là-bas, tu as commencé à écrire sur votre voyage. Aujourd'hui, tu continues. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça me fait comprendre plein de choses. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Alors, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Bon, grâce à toi, je continue puisque tu as été ma première lectrice. J'en étais tellement honorée et touchée. Écoute, en fait, je crois qu'au départ, j'étais là-bas, c'est arrivé comme ça, et ensuite j'ai laissé tout tomber. Je m'y suis remise, et puis j'ai eu l'impression que j'avais quand même un message à passer qui était tout ce que je t'ai dit là. Ouais. C'est maintenant, quoi, en fait. C'est maintenant que nos enfants sont petits, c'est maintenant qu'on est en pleine forme, c'est maintenant qu'il faut qu'on se regarde, c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne du temps pour nous et pour eux. Moi, quand je vois ces gens qui sont à 1000 à l'heure, tu vois, ça m'effraie. Donc ouais, j'avais envie de passer ce message quand même. Comme tu le vis dans ton corps. Ça change tout en fait, ça devient une vraie vérité. Donc, et voilà, j'adore, j'ai découvert une nouvelle passion. Et puis ça me permet d'arrêter de vouloir partir tout le temps, puisque je comprends beaucoup de choses en écrivant. Alors ça n'empêche pas que tu vois, j'ai déjà des projets, mais c'est pas les mêmes. C'est plus dans cette obligation, dans cette tu sais, j'étais obstinée, enfin non, c'est pas le mot, mais j'étais obsédée, voilà, j'étais obsédée par l'idée de tout le temps vagabonder. Là, je crois que je vagabonde chez moi. C'est différent. Ça me pose. Je te propose, Marion, qu'on finisse là-dessus. Oui. Alors moi, attends, excuse-moi, si je peux me permettre. Ouais, bien sûr. Tu sais, j'ai retrouvé mon livre de voyage. Enfin, les photos, hein. Ouais. Et à la fin, tu sais, j'avais fait un polar step. Ouais, c'est un polar step. Et à la fin, j'avais écrit le texte, tu sais, le petit texte de Jacques Brel que tu dois connaître. Et en fait, j'avais vraiment envie de te le lire pour terminer ce podcast, si tu es d'accord. Ouais, bien sûr. On t'écoute. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement et à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Et j'avais marqué en dessous, parce que nous aimions déjà ce texte, aujourd'hui il prend tout son sens. Nous rentrons après 6 mois d'un voyage au cœur de la Polynésie, au cœur d'un peuple généreux et bienveillant, un voyage initiatique dont on se souviendra toute notre vie. Nous rentrons plein de souvenirs que l'on ne pourrait pas résumer en quelques lignes. Nous rentrons avec l'envie de vivre,
nous n'avons pas changé, nous nous sommes enrichis. Et quand j'ai relu ça ce matin, je me suis dit, ah ouais, mais c'est exactement ça. Merci beaucoup Marion. Je n'ajouterai rien de plus. C'était une très jolie conclusion. Merci beaucoup. Je te remercie Floriane. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode. Je vous avoue que quand on a enregistré avec Marion, après ça, j'étais un petit peu chamboulée, moi aussi. Ces mots ont vraiment beaucoup résonné en moi, très fort. Et là, à faire le montage, eh bien, de nouveau, comme une petite piqûre de rappel. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a inspiré, vous a touché, et qu'il vous incitera à réaliser vos rêves, qui sait. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!